Donc c'est un peu là aussi, il n'a pas fait acte d'obédience en quelque sorte, ni au système international, ni à la nomenclature internationale qui maintenait la logique et qui ne voulait pas modifier cette logique. Et il s'est mis aussi imprudemment sur le dos la tradition, parce qu'il n'a pas su négocier avec les traditions. Voilà, c'est un peu, je pense que tout ça mis bout à bout, ben, ça aboutit à quelqu'un qu'on a assassiné, quoi. Mais bon, de toute façon, l'aspect agricole n'était sûrement pas étranger, parce Oui. que bon, le colonialisme a vraiment Oui. saccagé l'Afrique de l'Ouest avec les monocultures. Oui. Hier, je disais encore, les multinationales sont en train d'arriver en Afrique de l'Ouest pour faire ces fameux nécrocarburants. Oui. C'est vraiment, tous les coups sont permis. Oui. Oui, c'est vrai que là, il y avait une chance inouïe d'avoir un président qui opte pour l'agriculture écologique comme politique nationale. Donc le contraire de la monoculture. Complètement, c'est-à-dire soutenir évidemment les paysans, sortir de... C'est-à-dire faire par exemple le coton, les produits d'exportation, les faire d'abord avec des méthodes moins destructives, et en même temps les faire en tant qu'élément complémentaire et non pas en tant que production fondamentale. Parce que le problème des Africains, c'est qu'on leur a fait faire du coton en grande quantité, et le temps passé à cultiver le coton est à déduire sur le temps passé à produire sa nourriture. Sauf si la femme prend l'initiative d'avoir un petit lopin et qu'elle fait pousser quelques ignames ou quelques... donc ce qui fait que ça a déséquilibré énormément, puisqu'on les a connectés aussi à l'argent comme valeur. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, la vente du produit, etc. Et la politique de Sankara, ça a été de dire, ben, maintenant, il faut assister les paysans, il faut d'abord satisfaire aux besoins immédiats et directs de se nourrir, et puis ce qui est exportable, ce sera ce qui sera produit en complément et non pas ce qui sera fondamental. Donc il y avait toute une politique comme ça. Il était question même que je devienne son conseiller parce qu'il m'avait fait une énorme confiance, puisqu'on avait démontré que les paysans étaient satisfaits, ne juraient que par nous. Donc du coup, ben, ça... Alors tout ça est parti, évidemment, a été remis en question. Et notamment les intrants, bien sûr, hein, les intrants chimiques qui étaient une des grandes dépendances du pays. Et il m'avait demandé de travailler sur les pesticides. Et là, il était question de mobiliser, par exemple, des gens capables de tirer des substances protectrices à partir des végétaux, comme il en existe dans le Nîmes, etc. Voilà, tout ça, évidemment, a été interrompu. La technocratie, tu parles de militarisation, Oui. mais la technocratie a pris le pouvoir, parce que l'agriculture au siècle passé, le paysan il fournissait de la nourriture, et point, où il mangeait sa nourriture. Maintenant tu as des dizaines, sinon des centaines de commissions en France qui sont des trucs de sécurité, de biosécurité, de ci, de ça. Oui. C'est affolant. Oui, oui. Ben, disons que cette modernité militarisée a appliqué la militarisation à toutes les structures, c'est-à-dire hiérarchisée, avec les pouvoirs, avec les subordinations, etc. Et je dirais même l'éducation part d'un principe militarisé dans le sens où elle va aussi procéder à la sélection des enfants en fonction de leur capacité à servir le modèle. C'est-à-dire qu'on n'est pas préoccupé de l'accomplissement ou du développement de l'enfant, on est préoccupé surtout de sa fonction. C'est-à-dire quelle fonction allons-nous lui donner. Et, et selon ses capacités à atteindre les échelons, évidemment, l'idéal étant les grandes écoles, eh bien, il va être l'un des serviteurs du système à partir de ce qu'il a acquis. Quitte à ce que lui, il ne soit pas bien dans sa peau, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que le résultat n'est pas de faire un être humain accompli, heureux d'être en vie et épanoui sur toutes ses composantes, c'est-à-dire tout ce qui le compose. Nous sommes quand même des êtres de spiritualité, nous sommes des êtres d'émotion, nous sommes des êtres, dans l'évangile, on dit qu'on ne vit pas que de pain, il y a toutes sortes. Tous ces éléments-là, qui ne sont pas pratiques, sont occultés ou sont réduits. On va donner une petite heure de musique pour dire qu'on a fait de la musique, tu vois, on va donner
une petite, à dose homéopathique, des choses qui, mais il faut être sérieux. C'est les maths, c'est la chimie, c'est les maths, on martèle toutes ces choses-là parce que c'est ces compétences-là qui servent le mieux le modèle. C'est-à-dire la qualification aujourd'hui, moi je me rappelle étant enfant, comme j'étais beaucoup dans la poétique, c'est-à-dire j'avais un réflexe qui allait vers la poétique, quand il y avait des énoncés de problèmes, les histoires de robinets, de chiens, de trains qui se croisent, etc. Et quand on posait ce qu'on appelle les énoncés d'un problème, ben moi je voyais bon, une femme qui doit aller au marché pour acheter des œufs, elle a tant d'argent compte tenu que un œuf vaut tant, combien d'œufs elle peut acheter avec tant d'argent, etc. Pour moi je partais dans la poétique, c'est-à-dire que je partais dans la femme, je voyais sa robe à fleurs, je voyais son jardinet, je voyais le marché, les couleurs, c'est-à-dire que je rentrais en poétique. Et alors mon instituteur, évidemment, trouvait que j'étais vraiment crétin, quoi. Et il me hurlait à l'oreille, il ne faut pas rêver. Voilà. Il ne faut pas rêver, ben, c'était ça la première amputation que l'on fait à un individu, c'est de lui supprimer sa capacité à rêver. Parce que le monde, aujourd'hui, est pratico-pratique. Et il n'y a que l'élément pratique qui compte. Et du coup, tout ce qui est de la poétique, et tout ce qui ne relève pas du pratico-pratique est considéré comme perte de temps, subsidiaire ou sans valeur. Mais par contre, on crée une zone spéciale, considérée par l'art par exemple. L'art est devenu une catégorie professionnelle qui fait de l'art. Et du coup, on a oublié que l'art, c'est transversal. Une humble table bien faite, c'est de l'art aussi. Mais on a considéré que ne peut être considéré comme art que ce qui relève de ce qu'on appelle la création de l'esprit, et donc dans l'abstraction. On ne considère pas, par exemple, qu'une belle maison sévenole, bien faite, c'est aussi de l'art. Donc du coup, tu as la caste des artistes, adulés, bien sûr, parce qu'en fait, ils participent aussi à divertir les gens et à amener cette dimension, disons, sensible, qu'on n'a pas dans la vie et qu'on devrait avoir dans la vie. C'est pour ça que l'éducation devrait intégrer cette dimension sensible, devrait apprendre à l'enfant. On apprend à l'enfant ce qu'est un arbre à partir d'un schéma, d'un dessin, au lieu de lui apprendre à partir d'un arbre vivant. Donc cette abstraction fait que, partant de cet univers hors sol, on éduque l'enfant hors sol. Et l'éducation de l'enfant hors sol, sans aucune référence à la réalité naturelle, fait de lui eh bien, un enfant qui ne peut fonctionner que dans ce confinement. Si on ajoute les écrans, prolifération des écrans, les abstractions, la virtualisation, eh bien, de plus en plus, l'enfant est déconnecté de la réalité.